Oui, super, merci. Donc, avant de commencer, moi, je suis Estelle Bloquet, je suis accompagnée de Rama Khalil. Donc, nous sommes animatrices du réseau Handipact Île-de-France, l'organisateur de ce webinaire. Vous n'avez pas de caméra, pas de micro, à part les intervenants de ce matin. Donc, vous pouvez poser des questions dans la conversation. Et à chaque fois que c'est nécessaire, Rama posera ses questions à nos intervenants que je vais présenter maintenant. Donc, nous avons le plaisir d'avoir trois intervenants ce matin qui, d'ailleurs, pour certains, sont intervenus lors du Tour de France en janvier, donc organisé par le FPHFP autour du handicap invisible, où nous avions traité déjà le sujet de la santé mentale et du handicap psychique. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Philippe Cavrois, qui est délégué général de la Fédération Santé Mentale France. Isabelle Amado, qui est responsable du Centre Ressources Nationales en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale en Île-de-France. Et également, j'ai le plaisir d'accueillir Alix Viel, qui est bénévole UNAFAM et membre du comité local du FIP en Île-de-France. Donc, on a prévu un programme assez dense pour cette heure et demie qui va se dérouler. Nous allons avoir une première approche avec Jean-Philippe sur la définition et les enjeux de la santé mentale en France, mais également les enjeux au travail. Isabelle ensuite interviendra pour parler du rétablissement et du handicap psychique, de ses répercussions également, et de tout ce qui peut être aujourd'hui réalisé pour le rétablissement, et notamment la place de l'emploi dans cette fonction de rétablissement. On a également Alix qui interviendra puisque finalement il y a toute une action autour de la prise en compte des troubles psychiques, mais également auprès de l'environnement et de l'écosystème de la personne. Elle nous partagera toute son expérience et l'expérience de l'UNAFAM autour des préjugés, de l'adaptation des comportements qui sont aussi nécessaires pour bien accueillir, bien intégrer et maintenir en emploi des personnes qui peuvent vivre avec des troubles psychiques. Et puis moi, je vous partagerai rapidement les différents acteurs, dispositifs et aides du FIP, donc du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique qui sont proposés. Et j'espère qu'on aura le temps. Jean-Philippe parlera rapidement de la formation PSSM, Premier Secours en Santé Mentale, qui permet aujourd'hui d'embarquer un peu plus largement ces sujets-là auprès des citoyens. Voilà, donc je vais directement passer la parole à Jean-Philippe euh, pour ce premier niveau d'éclairage sur la santé mentale. Oui, bien, bonjour à tous et tout d'abord merci Estelle et Ramad et au FIPHFP de m'avoir invité pour intervenir aujourd'hui. Et en fait, je suis vraiment ravi de parler santé mentale en fait avec vous tous, dans la mesure où c'est un sujet évidemment très important et un enjeu clé pour l'ensemble de la société et en particulier dans le monde du travail. Voilà. Et puis en plus, c'est au cœur des missions de la Fédération Santé Mentale France que je représente aujourd'hui, la fédération regroupant des acteurs de la santé mentale, bien sûr, très, très variés, très différents, avec l'idée effectivement de défendre les intérêts des personnes concernées, mais aussi faire des sensibilisations, de la prévention, de la formation, organiser aussi des colloques, des événements pour nourrir la réflexion et puis échanger les pratiques. On fait également du plaidoyer. Voilà, donc c'est vraiment un thème, bien sûr, qui nous tient à cœur. Alors, on va commencer tout de suite, alors de manière, je dirais, la plus claire possible, mais on sait que sur ces sujets, tout est assez nuancé, on va dire, et compliqué, mais voilà, essayons peut-être de comprendre qu'est-ce que c'est que la santé mentale. Et en fait, l'idée est peut-être de tout simplement partir de ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, de la santé, pardon, qui, moi, je retiens deux choses. Premièrement, dit, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre et même diffuser, voire marteler. C'est très important de prendre conscience que cette dimension, la santé mentale, fait partie intégrante de notre santé à tous. Deuxièmement, la définition qui est proposée est assez intéressante à lire. Donc je la lis. Un état de bien-être, hein, on parle de bien-être, qui permet à chacun, premièrement, de réaliser son potentiel,
ensuite de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive, et puis d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà, donc on voit qu'on est bien au-delà de quelque chose qui serait, par exemple, je n'ai pas de maladie ou je n'ai pas de symptômes. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus complet et qui est plus large et qui aussi prend les notions de potentiel, de productivité et surtout de contribution à la communauté. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Alors, effectivement, cette notion de santé mentale est assez, ben, je dirais, nuancée, et c'est intéressant de se dire que c'est un continuum. Alors, il y a ce schéma qui est assez intéressant, le spectre de la santé mentale, qu'on retrouve aussi au psychome sous le terme de boussole de la santé mentale, avec l'idée, si vous prenez les deux axes, un axe, j'ai une santé optimale, donc je suis en très bonne santé, et je suis en situation de crise à l'inverse, et j'ai une maladie mentale ou un trouble psychique, et je n'ai pas de maladie mentale grave. Alors, maladie mentale, on parle bien sûr de troubles de l'humeur, on parle de maladies comme la bipolarité, la dépression, mais aussi des troubles anxieux, des troubles psychotiques, voilà, des TOC, des troubles obsessionnels du comportement ou ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, il n'y a pas ceux qui ont des maladies et qui vont pas bien et ceux qui n'ont pas de maladie et qui vont bien. C'est plus nuancé, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut avoir une santé optimale euh, si on n'a pas sans avoir de maladie, évidemment. Mais on peut aussi avoir une santé optimale, être bien, tout en ayant une maladie. Ça serait du coup le côté à gauche en haut du schéma, avec l'idée de dire que dans ces cas-là, ben, on est un peu stabilisé, on arrive à gérer ses troubles ou ses symptômes et on arrive à avoir une vie épanouissante et être en bonne santé mentale. À l'inverse, on peut tout à fait avoir, ne pas être bien, donc être dans des situations difficiles, voire de crise, et en ayant une maladie, évidemment, mais aussi, on peut tout à fait ne pas avoir de maladie, mais avoir un moment où la santé mentale est en difficulté, est fragile, où on en souffre. Et dans ces cas-là, on va se retrouver dans le carré en bas à droite, voilà, pour une raison ponctuelle, une difficulté qui nous met dans une situation de fragilité. Voilà, donc pour retenir ça, les mains en bas, c'est un continuum. Et en fait, on est tous sur ce continuum et les choses varient en fonction du temps, en fonction peut-être de l'âge de notre vie et également en fonction des circonstances, des facteurs extérieurs et ce qui arrive, ce qui nous arrive. Voilà. Alors, effectivement, on peut se poser la question, euh, comment on explique ces difficultés, d'où ça vient. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas une seule explication et que bien sûr, tout ça est multifactoriel. Il y a bien sûr des aspects biologiques, c'est-à-dire, ben, par exemple, un terrain favorable génétiquement. On connaît peut-être tous des familles où il y a plusieurs personnes qui sont concernées par des troubles psychiques ou des maladies. Voilà, donc il peut y avoir effectivement une explication de l'ordre génétique, mais c'est pas toujours évident et ce n'est pas non plus le seul facteur favorable. Il y a également, bien sûr, l'aspect social et environnemental, selon son cadre de vie, selon les événements. Euh, un truc très simple, c'est qu'effectivement, de se dire que quand on grandit dans un pays qui est en plein conflit ou en guerre, il est évident qu'on va être beaucoup plus fragile et qu'on aura peut-être un terrain favorable à développer des difficultés psychiques ou des maladies graves. Voilà. Et puis, le troisième facteur, ça sera de l'ordre de la psychologie et de la personnalité, à savoir qu'effectivement, on n'est pas tous égaux face à ces événements, face à l'environnement, et que tout cela va aussi être impacté par notre caractère, notre psychologie, notre personnalité. Voilà, donc intéressant de voir que ça sera, on n'aura pas une raison, mais on aura toujours voilà, plusieurs facteurs qui pourront expliquer les choses. C'est toujours bien de comprendre et de faire un travail, mais voilà, il faudra rester aussi ouvert et humble par rapport à ça.
Alors, une notion peut-être intéressante, c'est d'essayer de voir les différences entre ce qu'on appelle peut-être une souffrance psychologique ou psychique, et qui est bien sûr inhérente, hein, à toute condition humaine. Dans notre vie, on sait que on va tous, on connaît tous des moments difficiles et des moments où on souffre et des moments où on ne souffre pas et des moments où tout va bien. Donc la souffrance est quelque chose qui est inhérente à tous. La fragilité, elle est plus ou moins marquée, elle est plus ou moins forte selon les individus. Et en fait, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'être humain. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui doit être tout à fait géré et accepté. Le trouble, c'est à partir du moment où effectivement un individu peut-être perd sa capacité à gérer cette fragilité, cette souffrance, et à influer sur sa souffrance et cette fragilité. La crise est un moment de basculement où effectivement on va dans le fonctionnement psychique de la personne et où là, on va dire que le trouble ou la maladie prend le dessus. Et la maladie correspond à un moment où on va avoir un diagnostic en fonction. Alors, diagnostic qui, vous le savez certainement, est compliqué et peut-être long et difficile à poser, mais où on va pouvoir parler de symptômes précis, de chronicité, d'intensité. Et puis enfin, il y a l'idée de handicap qui est à la fois intéressant à remplacer, mais qui est différent. Le handicap étant toujours par rapport à une situation. Et donc, c'est la reconnaissance de l'impact, que ça soit social, humain ou professionnel, pour la personne, de ses difficultés, de ses maladies ou de ses incapacités peut-être momentanées. Mais on est toujours handicapé, pardon, une personne handicapée par rapport à une situation. Je vous donne un exemple tout simple. C'est quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup de difficultés dans le lien social. Eh ben, il sera en situation de handicap, évidemment, s'il a, par exemple, un emploi qui le met en contact fréquent avec un public. En revanche, s'il est dans un travail où il est seul, il ne sera pas toujours en situation de handicap. Voilà. Mais tout ça, j'imagine que vous le savez bien. Alors, j'ai quand même tenu à remettre cette définition du handicap qui a été rappelée dans la loi du 11 février 2005, et parce que c'est la première fois que le terme psychique était intégré dans cette définition. Voilà, donc je vous laisse la découvrir, mais vous la connaissez bien. Mais on voit à la fin, voilà, c'est-à-dire tout ce qui est fonction physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique. Voilà. Alors, euh, dernier point, un petit peu de définition avant de passer peut-être à certains chiffres. Euh, c'est certainement une évidence, hein, pour vous, mais bien sûr, handicap psychique n'est pas la même chose que handicap mental. Alors, les termes sont un peu trompeurs, hein, parce qu'on parle de santé mentale, mais le handicap mental est caractérisé par des limitations du fonctionnement intellectuel. C'est quelque chose qui est présent à la naissance bien souvent ou à la suite d'un accident, et c'est un handicap qui connaît un état plutôt stable. Le handicap psychique n'affecte pas les capacités intellectuelles, mais plutôt leur mise en œuvre, voilà, et de manière ponctuelle et de manière, on va dire, et peut apparaître au cours de la vie. On sait que les difficultés psychiques, les maladies psychiques interviennent plutôt dès l'adolescence et a fortiori entre 15 et 35 ans. Voilà, mais ça peut venir à tout moment de la vie et aussi avec des âges avancés, on le sait et on le constate. Et il y a une variabilité d'état. Je rajouterai à ça, il y a aussi le côté d'invisibilité du handicap psychique qui ne facilite pas les choses euh, pour, euh, pour le comprendre, pour le compenser ou pour justement en parler. C'est ce qu'on va voir donc par la suite. Alors, quelques chiffres. Paradoxalement, on n'a pas énormément de chiffres, il n'y a pas beaucoup de métriques sur la santé mentale, moyennant quoi on a quand même quelques indicateurs. Et moi, j'ai retenu juste quelques chiffres pour ce matin. Tout d'abord, un chiffre qu'on entend heureusement beaucoup pour prendre conscience, c'est qu'une personne sur quatre sera concernée dans sa vie par un trouble psychique. Ça, c'est l'OMS qui le cite. Et ce chiffre, on le retrouve dans tous les pays. C'est quelque chose de très commun aux pays et du coup en France également, bien sûr. Moyennant quoi, chaque année, si on dit, c'est pas dans la vie des gens, mais chaque année, c'est même une personne sur cinq qui est concernée.
par un trouble psychique et ça représente 12 millions de Français. On voit qu'effectivement, là, on ne parle pas de quelque chose je dirais, pas détectable. C'est vraiment énormément, énormément de nos concitoyens et de Français qui sont concernés et donc beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent, évidemment. Autre chiffre intéressant, c'est l'estimation qui avait été faite par la Fondation fondamentale des coûts globaux de la maladie psychique. On estime à 160 milliards d'euros par an. Et cela se répartit entre 30 milliards, à peu près 30 milliards d'euros pour les coûts de la maladie directement et 130 milliards à peu près liés à la dégradation de la qualité de vie, le chômage, les indemnisations diverses. Voilà, donc ce sont des enjeux considérables. Alors, dans le monde du travail, ben voilà, l'enjeu est tout aussi important. On considère que, on voit que, excusez-moi, que la santé mentale, c'est la troisième cause des arrêts maladie, toute durée en général, mais c'est la première cause des arrêts de maladie de longue durée. Et ça, c'est en constante progression. C'est le baromètre Malakoff-Médéric qui nous le dit, avec une progression en 2020, la santé mentale représentait 15%, et en 2023, on atteint les 30%. Donc, c'est particulièrement, on va dire, préoccupant. Alors, justement, en termes de préoccupation, j'ai pris un autre chiffre qui vient d'un baromètre fait par Psychodo en 2023, qui dit que 81% des salariés considèrent que leur santé mentale ou la santé mentale est préoccupant, est un sujet préoccupant, et 30% même le considèrent comme très préoccupant. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient qu'effectivement, c'est un sujet évidemment très important dans le monde du travail, que deuxièmement, on peut peut-être passer à la slide après, d'autant plus que c'est un sujet qui est particulièrement tabou. On peut s'étonner qu'un sujet qui concerne autant de monde soit un sujet dont on parle si peu, ou dont on est, on va dire, particulièrement démuni. Voilà, donc on arrive à une sorte d'équation qui est plutôt un cercle vicieux. Et donc, l'idée, c'est de le transformer en cercle vertueux. Mais ce cercle vicieux, c'est des employeurs, évidemment, qui sont démunis face à ce sujet tabou, qu'on a du mal tous à aborder. Le fait qu'on n'ait pas ou très peu de connaissances sur ce sujet, renforcé par le fait que ce handicap est un handicap invisible, et que bien souvent, on ne sait pas trop comment agir, interagir, a fortiori quand on est un manager, et avec du coup le réflexe de dire bon, bah, c'est pas forcément notre affaire à nous, employeurs. Alors qu'on voit bien qu'effectivement, si c'est l'affaire de l'employeur, il ne va pas tout résoudre, mais il a sa part, bien sûr, dans cette histoire. Et puis, du côté, pardon, j'avais pas fini, du côté des salariés, la crainte d'être stigmatisé, vraiment, il y a une réelle crainte, une peur des conséquences sur la confiance avec son équipe ou son manager, dans les opportunités aussi d'évolution de travail. Voilà. Et il y a également une culpabilité que peuvent ressentir les personnes. Bref, vous l'avez compris, au-delà de tout ce qui est risques psychosociaux ou QVCT, il est évident que la santé mentale est un enjeu qu'on ne peut pas éviter. Je terminerai en disant qu'au contraire, il y a des bonnes raisons, on peut passer à la slide suivante, voilà, de s'occuper, d'être optimiste et de s'occuper de la santé mentale au travail. D'abord parce qu'il y a des obligations légales, je ne l'ai pas mis là, mais le Code du travail quand même rappelle que l'employeur effectivement doit prendre des mesures pour assurer la santé physique et morale et mentale pardon, de ces travailleurs. Deuxièmement, parce que les enjeux économiques sont très élevés, on l'a vu. Troisièmement, parce que les coûts cachés sont également très importants. On n'en a pas parlé, mais on peut citer effectivement l'impact que tout cela a sur l'absentéisme, sur les difficultés organisationnelles que cela pose, soit quand la personne n'est pas là, soit quand la personne ne va pas bien. Également sur l'engagement, la motivation et le moral des collectifs de travail. Donc, à l'inverse,
Et à l'inverse, et moi je tiens beaucoup à insister là-dessus, on constate tous les jours, la plupart des acteurs qui travaillent avec les entreprises ou qui accompagnent les entreprises et les entreprises elles-mêmes qui ont mis des choses en place, constatent qu'à l'inverse, le fait de s'occuper de ce sujet apporte beaucoup de bénéfices. Justement, comme je disais tout à l'heure, sur le fait que ça soit un facteur de motivation, un facteur de bien-être, le fait de savoir que dans son poste, son employeur autorise le fait de parler de ce sujet, de pouvoir désamorcer des problèmes, d'offrir des espaces de dialogue. Enfin, on va venir sur tout ça avec les intervenants qui suivent, mais vraiment voir que ceux qui ont mis en place ces choses-là, enfin, au fur et à mesure et de manière efficace, bien sûr, avec beaucoup d'humilité, mais qui avancent, récoltent quand même des fruits vraiment positifs. Voilà, et que ça génère Et puis le dernier point, c'est que des solutions existent. Il n'y a rien de miraculeux, mais il y a beaucoup de solutions qui existent et qui peuvent aider un employeur et un manager à pouvoir faire face à ces situations. Je termine avec une dernière peut-être bonne raison de s'occuper de ce sujet, c'est qu'effectivement, depuis quelque temps et au moins un an, il y a tout un collectif d'acteurs en psychiatrie et en santé mentale qui font campagne pour que la santé mentale ait le label Grande Cause nationale 2025. Voilà, donc ça c'est un projet, on n'est pas sûr du résultat étant donné en plus les actualités politiques du moment, mais en tout cas sachez que quoi qu'il en soit, la santé mentale sera une grande cause dont on s'occupera tous et peut-être une grande cause nationale à l'avenir. Voilà, merci. Et puis, je repasse la parole à Estelle. Merci Jean-Philippe. Je vais la passer directement. Je ne sais pas s'il y a des questions, Rama. Non, pas encore. Pas encore. Je vais passer la parole à Isabelle Amado directement, donc puisqu'elle puisse un peu présenter l'impact des troubles psychiques et les manifestations et ce qu'on peut faire aussi pour être dans cette logique de rétablissement. Isabelle, je vous passe la parole. Vous me dites. Merci Estelle. Bonjour à toutes et tous. Donc merci pour me permettre de parler un petit peu de ce qu'on fait maintenant pour justement améliorer ce handicap psychique. Et je voudrais déjà passer la première diapo pour qu'on situe le contexte. Je vais reprendre aussi certaines choses que Jean-Philippe a dit. Donc, la prévalence des problèmes de santé mentale, selon l'OMS, est très élevée. Près d'une personne sur 8 présente un trouble psychique dans le monde, ce qui est énorme. Les troubles anxieux et dépressifs sont les plus répandus, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. En fait, c'est la principale cause en fait, vécue de handicap avec une incapacité, et ça représente une incapacité sur 6 dans le monde. Parmi ces différentes troubles, la schizophrénie, par exemple, qui touche un adulte sur 200, et les troubles du spectre de l'autisme, c'est 1% des bébés qui naissent actuellement, à peu près. Donc, il y a, comme l'a dit Jean-Philippe, des conséquences économiques directes et indirectes, surtout du fait de certaines pathologies, comme dans les troubles schizophréniques ou les troubles dépressifs et anxieux, et également d'autres particularités, comme par exemple les troubles du spectre de l'autisme. La diapo suivante, pourtant, le rétablissement santé mentale, ça existe. Alors, de quoi on parle quand on parle de rétablissement? Diapo suivante. Alors, il y a une dame qui s'appelle Patricia Digan, qui, quand elle était jeune, a eu une maladie schizophrénique. Et dans l'évolution, elle s'est rétablie et elle est chercheure dans une équipe de recherche aux États-Unis. Et elle a écrit plusieurs livres, et notamment elle donne une définition que tout le monde a repris derrière. Le rétablissement, c'est une attitude, une façon d'aborder la journée, les difficultés qu'on y rencontre. Ça signifie que je sais que j'ai certaines limitations, qu'il y a des choses que je ne peux pas faire,
Mais plutôt que de laisser ces limitations être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi à toutes les possibilités liées à tout ce que je peux faire. Et finalement, le rétablissement est défini non pas par la personne elle-même, mais par le soignant. Pardon, non pas par le soignant, mais par la personne elle-même. C'est seulement la personne qui peut dire « je suis rétabli ou pas ». Diapo suivante. Donc, la santé mentale, comme l'a dit Jean-Philippe, ça génère parfois un handicap psychique qui entraîne des difficultés d'autonomie, de socialisation, d'insertion dans la société, qui vont toucher la vie communautaire, professionnelle, mais aussi la citoyenneté. Et il faut savoir que 75 à 90% selon les études des personnes qui ont un handicap psychique demeurent sans emploi. Or, la majorité de ces personnes souhaitent exercer un travail et on sait que les personnes qui ont un accès au milieu ordinaire ont une meilleure qualité de vie et plus de satisfaction dans la vie. Donc, Jean-Philippe a parlé de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes qui ont un handicap. Diapo suivante. Alors, qu'en est-il dans la schizophrénie, par exemple? Diapo suivante. Eh bien, vous voyez, il y a un certain nombre de dimensions dont Jean-Philippe a déjà parlé, qui composent ce handicap et qui ne sont pas, dont il faut se soucier. Donc, les symptômes, parfois, ne sont pas complètement résolus par le traitement. Il peut rester des propos singuliers, un retrait, une excitation, des petites choses qui ont besoin éventuellement qu'on y prête attention. Il peut y avoir aussi des difficultés cognitives. Donc, ces difficultés cognitives peuvent concerner une dimension qu'on appelle la cognition froide, par exemple, difficultés d'attention, de mémoire, de planification, ou la cognition chaude, qui va être les difficultés à interagir socialement, à comprendre ce qu'on attend de vous, par exemple, ou à être empathique. Tout cela, ça compose finalement un profil cognitif de la personne et ce profil cognitif va avoir son importance quand la personne va devoir s'insérer ou communiquer dans la communauté ou dans la société. Également, on va regarder l'autonomie, le degré de l'autonomie de la personne. On va regarder s'il y a des éléments comorbides, par exemple s'il y a de l'anxiété, s'il y a de la dépression. On va aussi regarder les déterminants psychologiques de la personnalité. Par exemple, il y a des personnes qui sont peu loquaces. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus facilement vers les autres. Il y a des personnes qui sont évitantes ou qui manquent d'assurance en elles-mêmes. Enfin, on va regarder ce que nous appelons dans notre jargon l'insight, la difficulté à prendre conscience ou pas de ses propres difficultés. Donc tout ça, ce sont des dimensions dont on se préoccupe. Diapo suivante. Par exemple, dans l'autisme, on peut avoir aussi des difficultés d'interaction sociale, des difficultés dans la sphère émotionnelle, une certaine rigidité, des difficultés à s'organiser, à prioriser l'information, tout ça ayant des répercussions directes sur l'environnement et la socialisation. Mais ça ne veut pas dire en même temps qu'on ne puisse pas travailler. Il faut simplement savoir que ces difficultés existent et qu'on a des moyens maintenant d'y remédier. Diapo suivante. Dans les pathologies bipolaires, on peut avoir des difficultés au niveau attentionnel, à être rapide dans le traitement des informations ou au contraire lent, des difficultés qui touchent à la mémoire avec un lien fort avec le quotidien qui peut entraîner des répercussions sur l'autonomie et le travail, avec même des comorbidités, voire des recours à des substances addictives. Et parmi ces comorbidités, on peut avoir du recours, par exemple, à l'alcool ou à des choses comme ça. Donc, tout cela, on a besoin de le prévenir, on a besoin de le prendre en compte. Diapo suivante. Donc, des solutions existent maintenant en psychiatrie et ces solutions sont pour beaucoup, à côté du traitement, les thérapies psychosociales.
elles sont indispensables et elles sont un levier qui est un pendant complètement du traitement pharmacologique ou de la prise en charge. Diapo suivante, ces principes, ça s'adresse aux personnes qui ont un handicap psychique pour retrouver une place dans la société, une dignité dans la réalisation de soi. Ça permet d'avoir plus d'autonomie, d'arriver à cette insertion professionnelle et sociale, et ça va redonner les moyens d'agir, ça va donner à la personne plus d'empowerment. Et ça, c'est très, très important. Les thérapies psychosociales, c'est pour gagner en empowerment. Et nous tous, on a toujours besoin d'avoir un certain degré d'empowerment ou de désirer avoir plus d'empowerment dans tel ou tel domaine. Et ça prône, bien sûr, le principe du rétablissement. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est, ces thérapies? C'est un ensemble de thérapies qui répondent aux différentes facettes du handicap pour retrouver cette autonomie. Et c'est pratiqué lorsque la personne est parfaitement stable au plan clinique et thérapeutique. Et on va construire un parcours pour la personne qui va s'effectuer en parallèle et qui va mener la personne en même temps vers le monde du travail et de l'autonomie en l'aidant et à la soutenant par ces thérapies psychosociales. Ça va en même temps répondre dans ce parcours aux souhaits de la personne et la guider vers l'empowerment et le rétablissement. Et il faut savoir que la France est le premier pays à avoir établi les thérapies psychosociales comme priorité en santé mentale. Et la Direction générale de la santé a beaucoup insisté sur ce point et en a fait même une instruction. On est le seul pays au monde à avoir une instruction sur la priorité des thérapies psychosociales. La diapo suivante. Là, c'est une diapo un peu compliquée, mais pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. D'abord, on peut informer la personne avec de l'éducation thérapeutique. On va l'informer sur ses difficultés, sur ses troubles, sur les traitements, sur les prises en charge qui existent. Et on va aussi informer les aidants. Donc, on vous a parlé de l'environnement. Eh bien, les proches de la personne, l'entourage de la personne de confiance, c'est très important. Et donc, on va aider aussi les aidants à mieux connaître les troubles dont la personne souffre, parce que en connaissant mieux les troubles, eh bien, ils vont apporter des réponses qui vont être parfois plus ajustées. Et du coup, on va faire baisser le niveau d'émotion, diminuer les rechutes et améliorer le traitement. Également, on va agir sur le stress, les émotions, par des thérapies comportementales. On va aussi, par des thérapies comportementales, agir sur la motivation et on va faire des entretiens motivationnels pour rendre la personne, diapo suivant, rendre la personne plus consciente de ses difficultés, lui faire plus réaliser tout l'ensemble de ses difficultés pour mieux adhérer au parcours. On va améliorer aussi la socialisation en travaillant sur ses habiletés sociales. On va se préoccuper de son environnement en travaillant sur son habitat, éventuellement en aidant avec une assistante sociale et ce qu'on appelle un case manager. Un case manager, c'est quelqu'un dans notre équipe qui va se rendre sur les lieux où vit la personne, qui va mieux comprendre tous les déterminants de l'environnement dans lequel elle est pour éventuellement agir sur cette composante aussi. On va aussi travailler les aspects somatiques. Le corps et l'esprit, c'est ce qui apporte l'équilibre. Donc, il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le corps. On va favoriser les soins somatiques, on va favoriser l'activité physique et notamment l'activité physique adaptée. Et dans notre équipe, on a un éducateur qui est STAPS, qui a fait un cursus activité physique adaptée et on travaille plusieurs aspects, y compris sportifs, pour que les personnes aient une meilleure hygiène de vie. On va aussi travailler la remédiation cognitive et toutes les difficultés cognitives que la personne peut avoir, que ce soit au niveau attention, mémoire, ou que ce soit au niveau de la socialisation. Et enfin, on va, dès le départ,
faire rencontrer une chargée d'insertion dans notre équipe, par exemple, qui va ensuite se mettre en lien avec des job coachs ou avec des entreprises pour commencer à travailler le parcours en parallèle avec le déroulement de ces thérapies psychosociales pour que la personne soit prête et pour que, éventuellement, le projet puisse se réaliser, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, que ce soit dans un retour aux études, que ce soit dans une formation, que ça puisse correspondre aux souhaits de la personne et en même temps que l'entreprise puisse mieux connaître la personne elle-même. Donc, en rouge sont les thérapies qui peuvent se démarrer très très vite finalement dès le premier accès aux soins et dès que la personne commence à aller mieux. Diapo suivante. Vous voyez, c'est un modèle holistique. On va se préoccuper de tous les besoins de la personne qu'on a en face de soi. Et on va essayer de voir si ce besoin est relativement satisfait ou pas, s'il y a un manque et comment on peut, nous, y apporter notre aide. Et on va prioriser les aides que l'on va devoir apporter pour que dans ces roues de niveau d'intervention, on puisse construire ce parcours personnalisé vers le rétablissement. Diapo suivante. C'est dans un modèle que j'ai appelé le modèle tremplin. Pourquoi tremplin? Parce qu'en fait, on va préparer la personne avec ses parcours comme un peu une préparation sportive. On parle des Jeux Olympiques en ce moment. Eh bien, on prépare la personne pour qu'elle soit au top, on va dire, de ses performances et de son état d'équilibre quand elle va démarrer son projet. Quand, par exemple, elle va intégrer une entreprise ou quand elle va démarrer sa formation, on va améliorer ses capacités attentionnelles, on va améliorer, si nécessaire, les capacités de socialisation. Et comme ça sera une rampe de lancement vers un projet et on se donne beaucoup plus de chances que le projet se concrétise d'une part et ensuite se maintienne d'autre part, parce qu'on ne lâchera pas la personne et éventuellement, s'il y a nécessité de thérapie complémentaire, eh bien, ça se discutera et on verra comment on organisera les choses. Diapo suivante. Les programmes de remédiation, eh bien, comment on améliore le profil cognitif? Il y a beaucoup de méthodes. Ça peut être des programmes individuels, ça peut être des programmes en groupe, sur papier crayon, par informatique, avec des supports numériques, en intelligence artificielle éventuellement, sur la neurocognition, mémoire, planification, sur la cognition sociale, émotion, empathie, théorie de l'esprit. Et on va apprendre, on va donner des techniques d'apprentissage pour que la personne améliore toutes les fonctions cognitives clés sur lesquelles elle a besoin d'avoir un petit plus. Avec des exercices cognitifs, si c'est de la cognition sociale, ça va être des jeux de rôle, ça va être de l'apprentissage des émotions, et surtout, on va lui donner les stratégies pour arriver à être plus performant. Et ces stratégies, c'est ce qui va permettre le transfert en vie quotidienne. Diapo suivante. Par exemple, on peut même apprendre, nous, en utilisant la réalité virtuelle, à planifier le quotidien de la personne, pour les personnes qui ont des difficultés d'autonomie, en faisant de l'immersion dans une ville virtuelle. Diapo suivante. Vous voyez, vous avez là le design d'une ville. C'est Pascal Piolino et son équipe sur Paris Cité qui ont conçu avec ces ingénieurs 3D tout cet univers et on va travailler avec la personne comment planifier son quotidien, comment aller faire ses courses, par quoi on doit commencer, qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas oublier, dans quel et quel lieu on doit se rendre, etc., en fonction de la topographie, en fonction des priorités. Voilà. Donc, on peut même travailler tous les aspects du quotidien dans des supports de réalité numérique. Diapo suivante. Là, je vous ai mis des photos de l'appartement virtuel
en version propre, en version sale, comment manager son appartement, et chacun va avoir une adresse dans cette ville virtuelle, ou comment aller faire ses courses dans un supermarché, ce qui va faire travailler les processus de catégorisation, de mémorisation, qui sont très utiles pour le milieu du travail également. Diapo suivante. Donc, on a dans nos équipes de nouveaux métiers pour travailler cette insertion et cette inclusion sociale. Par exemple, le médiateur de santé pair, une personne concernée, rétablie, qui après une formation professionnalisante, va intégrer une équipe et accompagner les patients avec ses propres mots et son savoir expérientiel. Des choses que nous ne pouvons pas partager parce que nous n'avons pas vécu ces expériences. Et également, je vous ai parlé du case manager pour coordonner le parcours de soins et de vie, être plus dans l'environnement de la personne. Eh bien, elle va soutenir la personne au long des différentes étapes de son parcours dans l'environnement. Ça peut être des infirmiers, des coachs sportifs, des ergonomes. Les chargés d'insertion vont aider le patient à construire son parcours. Les job coachs, souvent, ils appartiennent au milieu de l'entreprise et ils vont rencontrer la personne et parler de l'entreprise que la personne souhaiterait intégrer, parler à l'entreprise de la personnalité de la personne elle-même et de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime, etc. Et lorsque les deux milieux seront prêts, eh bien, la rencontre pourra se faire avec un modèle qu'on appelle le modèle IPS, dont je vais vous parler, qui permet une intégration de 60% des personnes qui ont des troubles psychiques en milieu ordinaire sans limite de durée. Et bien sûr, on va adopter le mode de communication des personnes elles-mêmes, que ce soit par SMS, Facebook ou autres réseaux sociaux, TikTok, et des chats tenus souvent par des pères aidants. On a aussi publié sur notre site beaucoup de témoignages, des podcasts de gens qui ont eu des handicaps et qui s'insèrent et qui sont dans l'inclusion sociale. Diapo suivante. Notre chargée d'insertion, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle aide à la réalisation de projets pour les personnes concernées, elle fait des entretiens individuels, elle fait le lien avec les partenaires médico-sociaux et le monde du travail, elle prépare au job coaching et donc elle va ensuite faire le relais sur les job coachs pour les personnes qui démarrent un travail à l'essai ou un stage, et elle a même des ateliers spécifiques où, par exemple, l'atelier ADVP, l'activation du développement vocationnel et personnel pour construire, pour que la personne puisse construire un projet d'insertion professionnelle, ou l'atelier rebondir pour se réorienter professionnellement et construire des projets. Diapo suivante. Les principes du modèle IPS, qui s'appelle donc Individual Placement and Support, c'est un modèle anglais. L'emploi doit être en milieu ordinaire et compétitif autant que faire se peut, avec une recherche rapide d'emploi sans retarder la recherche. On intègre un spécialiste en emploi au sein d'une équipe clinique, c'est le job coach, comme je vous l'ai dit. On prend en compte la préférence de l'usager. On évalue et on fait une évaluation globale et continue de l'usager à partir de son expérience de travail, avec un soutien sur une durée indéfinie, et on essaie de ne pas exclure les usagers qui ont des troubles psychiques divers et variés. On essaie d'englober le plus d'indications possible. Sont exclus de cette politique toutefois certains retards mentaux ou certains handicaps physiques majeurs. Donc, on va ajuster le poste de l'usager à l'entreprise et de l'entreprise à l'usager. Et le rôle de job coach est primordial. Une étude pilote qui avait été faite en France en 2016 montre que 60% des personnes accèdent à l'emploi en milieu ordinaire, comme c'est dit dans la littérature. Diapo suivante. Le modèle IPS, ça permet d'améliorer le nombre d'heures sur le poste de travail et ça permet le maintien en emploi en long terme. Diapo suivante. Donc, du coup, on passe d'handicapé à handicapable en utilisant, nous,
toutes les ressources locaux-régionales et du maillage médico-social en travaillant dans le bassin d'emploi et les ressources sociales de la région. On évalue aussi l'environnement avec les aidants et les personnes proches de la personne elle-même. On doit estimer le parcours accompli. La reconnaissance vient aussi du milieu du travail. Donc, il faut des passerelles avec l'entreprise, il faut une fluidité de parcours et de coordination, et le handicap devient alors une force que l'usager va mettre en avant au sein de son environnement. Diapo suivante. On a, vous voyez, nous, beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires sociaux, médico-sociaux, des partenaires en entreprise, et également des associations elles-mêmes qui nous envoient des personnes que l'on peut aider dans toutes ces thérapies psychosociales. Et ça va être aussi des cellules handicap dans une université, etc. Ce qui fait qu'on se constitue un réseau pour permettre à chacun de s'insérer comme il le souhaite. Diapo suivante. Donc, on a besoin de vous dans cette démarche. Diapo suivante. Le job coach doit faire le lien avec les référents handicap et les acteurs du soin au travail. On doit se coordonner avec les chargés d'insertion et les job coachs qui vont faire tout ce travail de relais. Il y a toujours possibilité si l'usager en est d'accord, si la personne en est d'accord, de se mettre en lien avec les équipes qui pratiquent ces thérapies psychosociales, avec l'établissement d'un lien de confiance, d'un contrat de soutien et d'accompagnement mutuel. Et on peut même imaginer une paire aidance en entreprise qui pourrait renforcer l'aide ou le soutien en milieu de l'entreprise. Diapo suivante. On a, sur une enquête rétrospective, on a montré, nous, 7 à 9 ans après avoir exercé des thérapies psychosociales pour des personnes, qu'on avait, diapo suivante, on avait toujours, après thérapie psychosociale, beaucoup plus d'insertion en milieu ordinaire, beaucoup plus d'insertion aussi en milieu protégé en parallèle. Diapo suivante. Quand on a fait la comparaison entre les premières années où on a démarré ces thérapies psychosociales et des choses beaucoup plus récentes, avec 2 ans et jusqu'à 7 ans de recul, on a vu qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes qui avaient plusieurs années de recul versus ceux qui étaient plus récemment pris dans les thérapies psychosociales. Simplement, au début, on avait plus de personnes plus âgées, donc c'était plus vers le milieu de l'emploi. Ensuite, on a eu beaucoup plus de jeunes qui sont beaucoup plus allés vers les études, mais on n'a pas de différence, ce qui fait que dans l'inclusion sociale, on a pu mener les personnes vers ces inclusions sociales, ces projets qu'elles avaient, et à long terme, elles se maintenaient dans ces projets. Et en plus, on a eu très peu de rechutes, ce qui fait que les personnes continuaient à prendre leur traitement. Diapo suivante. Et les personnes ressentaient une pensée plus claire, plus de capacité à être attentive, à écouter les autres, plus de concentration et de mémoire, plus de confiance en soi, et ils recommandaient cette thérapie pour des personnes qui avaient des problèmes de santé ou des difficultés liées à leur traitement. C'est le ressenti des personnes elles-mêmes quand on leur a fait passer des thérapies psychosociales. Diapo suivante. Ça, je vous ai mis la lettre de cadrage, cette priorité en santé mentale que le gouvernement a instituée pour arriver à ce projet de rétablissement. Ces prises en charge doivent se faire un peu partout en France le plus précocement possible. Les projets doivent être personnalisés, co-construits avec la personne. Les proches doivent être impliqués et on doit avoir des plateformes qui proposent un peu partout ces thérapies de réhabilitation en connexion avec le bassin d'emploi, les structures sociales et médico-sociales sur les territoires. Diapo suivante. En conclusion, c'est une mini-révolution en psychiatrie, ces thérapies psychosociales. Ça rétablit la personne concernée, ça la situe de plein pied dans la vie sociale, citoyenne et professionnelle.
Les principes d'emploi en milieu ordinaire utilisent un maillage à fond, le maillage territorial. Les entreprises sont pour nous un relais et un objectif précieux de ce réseau. Les acteurs type chargé d'insertion, job coach, coordinateur de parcours et père aidant aident à un parcours d'insertion fluide et vigilant. Et les acteurs du milieu de l'entreprise, référents handicap, médecins, infirmiers du travail, peuvent être un relais précieux et créatif pour ce parcours. À tout moment, les équipes de soins doivent répondre aux interrogations de l'employeur si les usagers le souhaitent, bien sûr, parce qu'on ne peut pas directement être en lien avec le milieu de l'emploi. Et à terme, nous pouvons ensemble changer l'image du handicap psychique, maintenir la personne concernée rétablie dans l'emploi. Voilà, merci pour votre attention. Et ça, c'est l'organigramme de l'équipe. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous propose de continuer avec Alix. Question, c'est plutôt... alors une question. Il y a Cora Cohen qui dit comment devons-nous procéder si nous souhaitons que des agents que nous accompagnons, pour qui cela pourra être bénéfique et qui sont volontaires pour les faire participer à ces dispositifs. Et Taline qui aussi la rejoint en disant je suis également très intéressée de savoir comment orienter les agents vers cet accompagnement. Il faut déjà en parler aux agents eux-mêmes pour qu'ils en parlent à leurs praticiens référents, leurs psychiatres, leurs médecins généralistes, et ensuite que ces personnes puissent leur donner un compte-rendu de leurs difficultés pour qu'ils puissent prendre des rendez-vous dans ces différentes plateformes de réhabilitation qui sont liées bien sûr à l'endroit où ils habitent et aux différentes régions. Et, voilà. Alors, toutes ne sont pas aussi, toutes ne fonctionnent pas complètement de la même manière. Hein, ça va dépendre de la région, ça va dépendre du lieu, etc. Mais ces principes dont j'ai parlé, normalement, doivent concerner l'ensemble de ces plateformes. Merci Isabelle. Une autre question aussi de Cora Cohen, encore une fois. Nous sommes très intéressés pour mettre en place un dispositif de pair aidance au sein de notre structure. Proposez-vous de déployer les dispositifs de pair aidance au sein de la structure, vous, monsieur Cavron? En fait, nous avons des personnes que nous formons à la pair aidance, en fait. Et une fois qu'on sent que la personne pourrait aller vers un projet de pair aidance, on le pousse à faire une formation. Et ensuite, il faut que des centres proposent une place dans la pair aidance. Donc, je pense que par rapport à ça, peut-être Jean-Philippe, tu peux ajouter quelque chose. Ton micro est coupé. Merci, oui, excusez-moi. Oui, c'est tout à fait possible parce qu'il y a des choses qui se font à travers des structures et tout le travail que Isabelle a présenté, mais il existe aussi pas mal de personnes qui peuvent aider à mettre en place ce que vous souhaiteriez avec ce dispositif de pair aidance. Ça peut avoir lieu au sein même de vos structures, mais ça peut avoir lieu aussi avec des structures externes. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose qui se fait entre structures. Alors, on connaît alors soit au sein de la fédération, soit via Isabelle ou l'UNAFAM. On peut vous orienter vers des associations, des plateformes de pair aidants. Il y a plusieurs solutions et sachez que si ce n'est pas partout, en tout cas, c'est des choses qui se développent énormément et de plus en plus. Il y a une émergence de la pair aidance, y compris dans le milieu du travail. On en est aux premières années, hein, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce dispositif et en tout cas initier des choses. Voilà, ça fait peut-être partie de ce qu'on verra avec Alix, mais en tout cas, on peut orienter, nous, vers des structures qui peuvent faire ça et vous aider à le faire. Merci à tous les deux. Peut-être en complément, nous travaillons avec le FIPHFP et un groupe
pilote sur le sujet de la pérédance interne, suite notamment aux travaux qui ont été conduits l'année dernière et qui ont été, je dirais, exposés lors du Tour de France. Donc, on est en train de travailler sur un vade-mecum qui pourra expliquer comment mettre en place la pérédance en interne, donc à partir du moment où ce sont des agents. Il y a pas mal de pistes de réflexion qui ont été avancées et normalement ces travaux seront présentés au conseil scientifique du FIP, on va dire à la rentrée de septembre. Donc, et on a un certain nombre d'employeurs qui ont déjà mis en place la pérédance en interne, notamment par exemple la ville de Paris. Donc, et on a déjà sur le site du FIP les documents de REX, en fait, hein, le retour d'expérience de la ville de Paris avec tous les outils qu'ils ont déployés pour le mettre en place. Alors, c'est pas de la pérédance en santé mentale, c'est de la pérédance tout court. Donc, il faut quand même, et c'est pour ça que nous, on a travaillé sur la pérédance en santé mentale. On a travaillé vraiment sur la prise en compte de certaines spécificités pour que le pérédant puisse travailler, je dirais, en sécurité, avec efficacité dans un collectif de travail. Donc ça, on pourra vous donner plus d'informations plutôt au dernier trimestre de cette année, mais d'ores et déjà, vous pouvez voir le replay qui parle de pérédance sur le Tour de France et également les travaux de la ville de Paris qui ont été présentés et qui sont disponibles. Je vais donc donner la parole à Alix Vielle pour l'UNAFAM, qui va aussi rappeler l'importance d'avoir un écosystème préparé, puisque vous en avez tous les deux parlé, mais voilà, il y a un certain nombre de stéréotypes et de préjugés qui sont attachés à la question de la santé mentale et ou du handicap psychique. Et nous, ça nous semblait important de pouvoir aussi voir quels sont un peu les leviers et les moyens. Alix, je vous laisse me guider dans les slides. Oui, bonjour. Alors, donc, je suis ravie d'être là et je vous remercie de m'avoir conviée à ce webinaire. Juste pour préciser aux personnes qui nous écoutent, l'UNAFAM, c'est une association, on a 15 000 adhérents et on représente les 4,5 millions de personnes qui ont un proche qui souffrent de troubles psychiques graves. Donc, les 4,5 millions de personnes, familles, amis. Et puis, depuis quelques années, on a aussi ouvert nos portes aux personnes concernées elles-mêmes. Donc, on est amené à représenter aussi les 3 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques graves. Donc, je suis là pour essayer de vous aider à essayer à faire tomber les préjugés et peut-être vous donner quelques clés pour adapter vos comportements. Pourquoi? Parce que là, moi, ma ligne directrice ou conductrice de cette intervention, c'est quelque chose qui est indiqué dans le guide du handicap invisible qui a été édité par le FIPHFP et qui indique que les moyens techniques de la compensation ne seront pas suffisants s'il n'est pas créé au sein du collectif de travail une compréhension du handicap et une bienveillance collective. Donc, c'est voilà, travailler à cette compréhension. Slide suivante. Voilà, alors notre conviction, on rejoint le docteur Amado, c'est qu'un travail valorisant et bien accompagné constitue un des éléments clés du parcours de rétablissement. Voilà. Et un autre psychiatre très branché rétablissement, qui est le docteur Nicolas Franck, avait interviewé 1400 personnes qu'il suivait dans son service ou dans son pôle, et 80% avaient cité l'accès à l'emploi et à la formation comme leur souhait le plus fort. Voilà. Alors, nous, en tant qu'UNAFAM, on fait un baromètre tous les ans et on a un baromètre qui révèle un enjeu important qui est celui du maintien en emploi. Parce que 77% des personnes concernées par des troubles psychiques avaient travaillé ou travaillaient encore. Donc, il y en avait 20% qui travaillaient au moment de ce baromètre, mais ça veut dire qu'il y en a 57% qui n'ont pas pu se maintenir en emploi. Voilà, et ça, c'est vraiment pour nous un gros sujet de préoccupation. Et ce baromètre a aussi révélé, on avait interrogé donc les personnes concernées elles-mêmes dans ce baromètre, et 49% considèrent que l'accès et le maintien dans l'emploi est le droit
qui est pour elles le plus difficile d'accès. Voilà, donc c'est et là il y a voilà quelque chose à faire au niveau des managers et au niveau des collectifs de travail. Voilà, slide suivante. Alors je reviens à ce qui a été évoqué dès le début par Monsieur Cabrois, c'est le tabou. Moi je le reprendrai en disant l'omerta. Et en reprenant une citation de quelqu'un, d'un secrétaire d'État il y a 15 ans, qui disait dans un colloque, le problème des troubles psychiques en entreprise, c'est avant tout le silence. Je crois que c'est le silence aussi dans la fonction publique et c'est aussi le silence dans beaucoup d'endroits. Avec un silence qui est nourri par deux biais. Il est d'abord nourri par les personnes elles-mêmes qui aspirent à une vie ordinaire, un travail ordinaire, qui aimeraient bien qu'on prenne en considération leurs difficultés et qui hésitent à le dire. Et elles hésitent à le dire si elles bénéficient d'une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, eh ben, elles hésitent à en faire état. Et elles hésitent parfois même à faire la démarche pour le demander. Ça, c'est un premier niveau de silence. Et je dirais qu'il y a aussi un deuxième niveau de silence qui a été abordé très rapidement par le docteur Amado, qui est la question de l'insight, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont conscience d'avoir un trouble psychique. Quelquefois, il y a un déni profond et qui auquel peut être confronté un collectif de travail et qui forcément est totalement désarmé par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce que le collectif est désarmé? Et je crois que le public est désarmé et il est paralysé à cause d'un certain nombre d'idées reçues dont on n'arrive pas à se libérer et qui nous imprègnent et qui nous paralysent. Voilà. Donc, dans les idées reçues, slide suivante, il y a évidemment celle que les schizophrènes sont dangereux et violents. Alors, la réalité, si on peut, slide suivante, je me suis inspirée d'un excellent site que je vous recommande à tous, qui est le site du Psycom, où si vous voulez vous informer sur toutes ces questions, vous trouverez beaucoup d'éléments très argumentés. Bon, donc là, les patients suivis en psychiatrie sont bien plus souvent victimes que responsables d'agressions. Il n'y a pas de corrélation entre le diagnostic et le passage à l'acte violent. Et les études montrent que les personnes ayant des troubles psychiques représentent seulement 3 à 5% des actes de violence en général. Donc voilà, ça c'est prégnant, mais c'est faux. Alors, l'autre idée reçue, alors là, je rejoins un petit peu ce que disait Monsieur Cabrois, que les problèmes de santé mentale ne vous concernent pas, que ce n'est pas dans le monde du travail. Alors la réalité, j'ai d'autres chiffres, qu'il y a 20 000 cas de troubles psychiques qui ont été reconnus comme accidents du travail en 2016, 600 comme maladies professionnelles, qu'entre 2011 et 2016, le nombre d'affections psychiques reconnues au titre d'une maladie professionnelle a été multiplié par 7. La dépression est, après les maladies cardiovasculaires, la deuxième cause de maladie et d'incapacité. Juste donc, si vous voulez, les gens qui souffrent de troubles psychiques, il y en a dans la rue, il y en a en prison, il y en a à l'hôpital, il y en a des foyers, mais il y en a aussi dans le bureau d'à côté, dans votre boîte, dans votre établissement ou dans votre service. Voilà. Et donc, si on revient, le collectif, tout ne va pas venir des mesures de compensation, du job coaching. Il y a aussi une part dans lequel vous avez une marge de manœuvre. Voilà, donc page suivante. Voilà, moi je dirais que la première marge de manœuvre pour rendre un collectif de travail plus inclusif, ça va être d'intervenir par rapport à un des gros enjeux de la maladie psychique qui va être l'isolement de la personne. Hein. Elle va avoir tendance à s'isoler, vous allez avoir tendance à ne pas les comprendre. Et donc, le dialogue est un élément important et qui viendra peut-être pas aussi spontanément qu'avec tous les gens avec lesquels vous travaillez habituellement. Donc, les clés pour ce dialogue, un climat de confiance, de confidentialité, de non-jugement.
Voilà, accepter que les gens ne fonctionnent pas exactement comme vous et qu'ils ont leur place. Laisser la possibilité à la personne d'exprimer ses besoins. On revient à ce que disait le docteur Amado, c'est que l'empowerment, c'est capacité d'agir, c'est le pouvoir d'agir. Et donc, ça démarre avec l'expression des besoins. Et aussi, parce que c'est catastrophique pour beaucoup de gens et pour les personnes qui souffrent de troubles psy, réduire le stress. Tout ce qui ira dans le sens de réduire le stress favorisera le dialogue avec les personnes. Slide suivante. Voilà, le docteur Amado a évoqué les difficultés de planification, elle a évoqué les difficultés de concentration, les difficultés d'insertion. Donc, vous, en tant que manager, mais peut-être aussi en tant que collectif de travail, il va y avoir des choses qui peuvent être intéressantes pour vous à cibler ou à questionner la personne quand vous allez discuter avec elle sur quels sont ses besoins en termes d'aménagement de travail. Voilà. Est-ce que, au niveau de la planification des tâches, est-ce qu'elle va avoir besoin que ces tâches soient vraiment précisées, que ces missions soient très précises, qu'il y ait un séquençage de son travail? Là, je vais vous donner une toute petite anecdote. Il y a dans la sensibilisation, il y a une excellente initiative liée au ministère de l'Agriculture. Je crois que Madame Génin nous écoute. Et il y a des équipes de professeurs qui ont monté un access game, donc un jeu pour découvrir les handicaps invisibles. Et pour la planification, ils font une petite scénette où ils expliquent qu'il y a quelqu'un en septembre, on lui dit tu vas être chargé de trouver un cadeau pour la fête de fin d'année pour un collègue, et puis on filme la personne qui, en octobre, n'a rien fait, en novembre, n'a rien fait, et à Noël arrive en n'ayant pas préparé le cadeau pour son collègue de travail à la fête de fin d'année. Voilà. La planification des tâches, ça sera peut-être de vraiment tout préciser. Dans les autres, je dirais un autre flash, vous voyez, au milieu, on vous parle de l'espace de travail. Là, j'aurais juste deux anecdotes très rapides. J'ai une fille qui vit avec des troubles psy. Elle est rentrée dans une boîte en 2019. Et à la sortie du Covid, donc elle a été en télétravail comme tout le monde, et sa N+1 lui a dit tu t'es révélée pendant le Covid. Pourquoi est-ce qu'elle s'était révélée? Parce qu'elle était au calme. Elle n'était pas gênée par tous les téléphones d'à côté, par le bruit de l'open space dans lequel elle était. Voilà, c'est un élément auquel il faut être attentif. Et en préparant cette intervention avec le Handipact et en travaillant dans d'autres groupes de travail, j'ai d'ailleurs découvert que le FIP avait des aides pour sortir quelqu'un d'un open space. Vous voyez, donc il y a des choses qui peuvent être importantes. Et le troisième focus que je voudrais faire, c'est le temps de pause. Le temps de pause et je dirais la convivialité. Accepter la différence, ça sera accepter que quelqu'un qui souffre de troubles psy n'aura pas forcément envie d'aller avec vous à la cantine et n'aura pas forcément envie de partager les temps de pause avec vous. Et donc, la personne aura peut-être besoin de déjeuner seule, elle aura peut-être besoin d'avoir un petit espace où elle peut souffler. Voilà. Donc, vous en tant que collectif de travail, vous en tant que manager, voilà, c'est important que vous sachiez que ça peut et qu'elle fonctionnera très bien et que c'est pas parce qu'elle vous supporte pas en termes, on va dire, d'amitié, mais simplement, elle peut être envahie par ses émotions et par les émotions qu'implique un contact, notamment avec plusieurs personnes, et elle aura besoin de reprendre de l'énergie, de reprendre son souffle. Voilà. Ce travail sur les besoins de la personne dans la recherche d'aménagement, c'est un travail que vous ferez avec les job coachs, parce que les job coachs ne sont pas simplement à l'hôpital, vous avez toutes sortes d'associations et c'est quelque chose dont vous pourrez bénéficier avec les aides du FIP ou en dehors. Et le job coach, il va travailler avec la personne, mais aussi avec le manager
et aussi avec le collectif de travail pour le sensibiliser. Slide suivante. Comment agir face au déni? Ça, pourquoi je vous l'ai mis dans cette slide? Parce que j'ai eu la chance de participer à des sensibilisations qu'on a mises en place avec l'UNAFAM auprès de plusieurs ministères, donc le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Défense. Et l'une des questions qui revient souvent, c'est comment agir face au déni? C'est une personne qui refuse de parler de ses difficultés. Quelques petits conseils, hein. Choisir le bon moment, le bon endroit, un endroit calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Partir de votre ressenti, c'est-à-dire j'ai le sentiment que parfois vous êtes en souffrance, que telle ou telle situation crée de l'anxiété. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que je peux vous aider? Donc partir de ce que vous ressentez plutôt que de mettre une étiquette sur la personne. Ramener à l'humain. On peut traverser les moments difficiles dans notre vie. Quels sont vos besoins? Là encore, partir des besoins de la personne, essayer de l'amener à les exprimer. Ne pas juger, ne pas contredire, être patient, être clair, pas d'implicite. Ça c'est assez difficile. Autre slide sur voilà, comment le collectif de travail peut être amené à mieux comprendre. Identifier l'attitude de la personne et quelque part vous y adapter. La personne s'isole. Bon, alors vous pouvez être un peu énervé, qu'elle aille dans son coin et être découragé en vous disant je ne vais pas y arriver, ça va être trop difficile. Alors comprenez que si elle s'isole, ça peut être pour lutter contre son anxiété. Et ça peut être aussi, ce que je vous disais à propos des pauses et des repas à la cantine, c'est elle a besoin de s'isoler parce qu'elle est un peu envahie par ses émotions. Et donc là, voilà, invitez-la à échanger avec les collègues dont elle se sent le plus proche ou avec le médecin du travail. Il y a une enquête d'OpinionWay qui disait pensez-vous que vous pourriez parler de votre santé mentale avec le médecin du travail, prioritairement, les collègues, 50%. Bon, le manager et l'employeur sont moins bien cotés, mais cotés quand même. Vous voyez, ouvrir au dialogue. Autre attitude, c'est la personne qui est ailleurs, qui est ralentie. Donc là, votre réaction première, c'est d'être agacé, d'être irrité, d'avoir envie de lui couper la parole ou de finir ses phrases. Là encore, c'est extrêmement naturel. Voilà. Et là encore, on décode. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que la lenteur fait partie du handicap et donc peut-être que vous arriverez à échanger avec elle. Et patience et structuration du travail, séquençage des tâches, agenda, mémo, tout ce qui pourra faciliter les choses. Ce que je vous dis là, ce sont des choses qui pourront être travaillées avec vous s'il y a la mise en place d'un job coach, puisque le job coach, il aide la personne, mais il est aussi là pour sensibiliser le collectif de travail et pour aider le manager à travailler. Et moi, j'aurais tendance à dire sur cette question-là et sur la sensibilisation du collectif de travail et sa préparation. Voilà, si vous êtes un manager, prévoyez ce travail qui peut être fait par toutes sortes de personnes. Je veux dire, l'UNAFAM le fait, Santé Mentale le fait, à Paris, la Maison Perchère. Il y a toutes sortes d'acteurs qui peuvent vous aider à vivre ça. Il n'y a pas que la bonne volonté, il y a aussi, je dirais, des éléments quand même techniques et enfin pas technique, mais de compréhension de ce que je vous donne là en 10 minutes. Je veux dire, ça mérite d'être travaillé au moins pendant une journée. Voilà. Alors, dernière slide, un petit point sur le manager, puisque c'est peut-être dans l'auditoire, vous êtes peut-être nombreux. Voilà, quelques pistes
bon, être à son écoute, être attentif à la fatigabilité, qui peut être un élément, patience, bienveillance, voilà. Et j'ai mis en gras plusieurs choses. La reconnaissance, bon, c'est un boulot de base de manager que de reconnaître les choses positives que font ses équipes. Dans le cas de quelqu'un qui vit avec des troubles psy, c'est quelqu'un qui est quand même pas mal, qui a pas mal un sentiment enfin, qui se dévalorise lui-même, qui manque de confiance en lui souvent. Et donc, tous ces retours positifs des supérieurs hiérarchiques, mais aussi du collectif, c'est des moteurs de progression absolument formidables. Et voilà, je dirais quelque part, soyez-y peut-être encore plus attentifs que pour un salarié ordinaire. Alors, l'organisation des tâches, donc là aussi, par rapport au stress, qui est un élément important, un cadre sécurisant, des tâches qui sont définies simplement, des attendus qui sont bien précis, éventuellement, dans certains cas, aller jusqu'à rappeler les missions du jour. Et j'ai aussi fait un petit coup d'alerte au N+2. Je crois que c'est vraiment une révolution ou une évolution forte de structure. C'est-à-dire que le N+2, il doit savoir que le N+1, qui va assurer un management de proximité, d'abord il doit être formé et il faut aussi le soutenir par rapport à la disponibilité. Ça va être sans doute quelque chose qui pourra prendre du temps. Donc, pour conclure, moi, je vous dirais juste, je pense que ce que je vous ai donné comme petite piste, comme élément, on est dans des choses qui ne sont pas forcément extraordinaires. Il y a beaucoup de choses qui sont de la vie quotidienne, encourager quelqu'un, écouter quelqu'un. Et donc, ça n'est pas inaccessible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça n'est pas inaccessible. Et par contre, je dirais qu'il y a deux clés, formation et sensibilisation du collectif de travail, et aussi accompagnement. C'est tout le travail qui peut être fait avec le job coach, qui va accompagner la personne, qui va accompagner le manager et son collectif. Voilà. J'espère que j'aurais pu vous éclairer. Merci Alix. Est-ce qu'on a des questions? Nous n'avons pas de questions, mais on a une remarque de Sarah qui dit les job coachs, conseillers emploi accompagnés sont aussi accessibles par orientation à DPH. Ça s'appelle les dispositifs emploi accompagnés au niveau de l'orientation en milieu ordinaire. La personne peut en faire la demande elle-même ou demander l'aide d'un tiers médico-social au secteur public de l'emploi ou son entreprise. Effectivement, on va en parler maintenant. Je vais poursuivre avec un petit focus. Alors, on est toujours dans les temps sur les acteurs clés en emploi, les dispositifs également qui peuvent être mobilisés. Donc, comme on l'a vu, donc effectivement, donc c'est important déjà de bien cartographier les acteurs en interne qui sont aux côtés du collaborateur et d'avoir cette vision, on l'a vu, assez globale de l'environnement, comme l'a dit Alix, de manière assez marquée. Donc, vous avez également toute l'équipe pluridisciplinaire. Donc, on peut avoir le médecin du travail, l'assistante sociale, le psychologue du travail. On peut aussi avoir un ergonome. Donc, on a des acteurs qui sont ceux de la cellule, on va dire, de santé au travail. Et puis, vous avez le référent handicap et les RH qui peuvent être aussi donc, les acteurs ressources. Le référent, parce que c'est celui qui va, en général, coordonner puisqu'il y en a un maintenant dans toutes les organisations, ou en tout cas tous les agents doivent pouvoir accéder à un référent handicap. C'est lui qui va coordonner l'ensemble des acteurs, à la fois les acteurs internes, mais également les acteurs externes. Et c'est vrai que là, pour le coup, dans le cas de la prise en compte des troubles psychiques, c'est vraiment important que l'environnement, les collègues, le manager soient encore plus impliqués dans la prise en compte et dans l'amélioration du quotidien de vie des collaborateurs. Sur les compensations possibles, alors vous l'avez tous dit à différents moments, mais juste pour le rappeler, il y a évidemment les personnes qui sont en charge de l'accompagnement de la personne.
qui sont importantes, mais également l'environnement professionnel. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce qu'Alex en a parlé de manière importante. C'est souvent, en tout cas, un item qu'on oublie, mais il y a vraiment besoin de travailler autour de l'accessibilité, de l'environnement, de l'espace de la personne, et également parfois des compensations techniques qui peuvent être importantes et qui peuvent faciliter le maintien dans l'emploi. Il y a également tout ce qui va être les compensations périprofessionnelles, aide au déplacement, les logements à proximité, aujourd'hui qui font partie des dispositifs qui sont financés par le FIP. Et également tout ce qui va être lié à l'organisation du travail, mais Alix en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais venir plus sur les aides et dispositifs qui sont mobilisables et cofinancés ou financés par le FIPHFP, sur les 4 temps qu'on a identifiés, à la fois tout ce qui est création et accompagnement de l'écosystème. Donc là, Alex en a parlé également, mais et puis également, je dirais, Isabelle et Jean-Philippe, c'est vraiment l'importance de sensibiliser et de former. Donc aujourd'hui, le FIP déploie dans son catalogue des mesures que vous pouvez mobiliser en tant qu'employeur, que vous soyez conventionné ou non, c'est-à-dire que vous ayez signé une politique handicap structurée dans une convention auprès du FIP, ou que vous soyez juste un employeur public, vous avez accès à ces aides. Pour la partie aide 27 en sensibilisation, ça dépend de la taille de votre structure. Sur l'aide 28, on a globalement la possibilité de recourir à de la formation des acteurs internes dans la limite de 10 000 € par an. Donc pour les acteurs qui sont concernés, qui travaillent au quotidien avec les personnes en situation de handicap, mais ça peut être aussi les managers. Voilà, ça c'est les aides disponibles, on va dire, pour accompagner l'évolution de cet écosystème, pour sensibiliser à la santé mentale et au handicap en général. Et en particulier, c'est peut-être le handicap psychique. Mais il y a également les aides en matière d'évaluation des besoins, c'est-à-dire que il y a un acteur incontournable que vous connaissez, j'imagine tous, qui est Cap Emploi, qui intervient aujourd'hui dans tout ce qui est accès à l'emploi, donc il peut être un intervenant majeur pour vous aider à recruter des personnes en situation de handicap, dont des personnes qui peuvent avoir des troubles psychiques, mais également qui peut aider à maintenir dans l'emploi et, j'irais, faire le lien et faire la relation avec d'autres acteurs que sont notamment l'emploi accompagné, mais également les appuis spécifiques, notamment dans les appuis spécifiques, donc qui sont des dispositifs qui sont cofinancés FIP, AG, FIP. Vous pouvez bénéficier d'experts qui vont intervenir à différents moments, je dirais, de l'intégration ou du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et qui sont experts d'une forme de handicap au sens large, on va dire, d'une typologie de handicap. Et donc, ces appuis vous permettent, donc ils sont prescrits par Cap Emploi, par France Travail, par les missions locales. Si vous êtes conventionné, vous pouvez les solliciter en direct. Ils vous permettent de travailler autour du besoin de la personne, dont on a parlé, mais aussi de l'environnement de la personne, des mesures de compensation qui vont être à mettre en place, etc. Vous pouvez également travailler sur une aide qui est l'étude de poste en fonction des situations auxquelles vous pouvez être confronté. Et vous avez une aide aussi un peu spécifique qui est l'aide 18 du catalogue du FIP, donc l'aide 18-1 qui est sur l'évaluation des capacités, qui est ouverte aussi aux agents qui ne sont pas reconnus en situation de handicap. C'est un peu la différence parce que quand on est dans l'appui spécifique ou en emploi accompagné, on doit être ou inscrit dans un parcours de reconnaissance ou sur le point de faire sa demande et ou reconnu avec la QTH, comme l'a dit tout à l'heure Alix, reconnu personne en situation de handicap auprès de la MDPH. Si ce n'est pas le cas, vous avez quand même la capacité de mobiliser les aides du FIP, notamment l'aide 18.1, 18.2, 18.3. C'est-à-dire qu'il faut juste que le médecin du travail rende un avis avec des restrictions qui suggèrent qu'il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Et dans ce cas-là, vous pouvez mobiliser un certain nombre d'acteurs ressources. Alors, ça peut être les acteurs qui aujourd'hui sont en charge de certaines prestations d'appui spécifique ou d'emploi accompagné ou d'autres structures qui sont présentes autour de la table, type le Clubhouse, Psycom, pas Psycom, mais l'UNAFAM, Fédération Santé Mentale France, CAPSI, etc., qui peuvent aussi intervenir dans certains cas.
Vous avez dans la partie aménagement, donc tout ce qui est aménagement matériel, donc on a dit qu'il ne fallait pas oublier. Donc là encore, vous avez le droit globalement à pouvoir mobiliser cette aide financière sur le lieu de travail, mais également en télétravail, également auprès du CFA s'il s'agit d'apprentis, dans la limite d'un plafond maximum de 10 000 euros. Et vous pouvez également, mais là, ça n'a pas de coût, c'est ce qu'a dit Alix, et finalement, c'est le travail en collectif qui doit être aussi aménagé, organisé, peut-être parfois un peu différemment, et donc qui doit être précisé. Est-ce que je participe aux réunions? À quelles réunions? Comment on prend la parole en réunion? Enfin voilà, c'est plein de manières de travailler qui sont adaptées en fonction des besoins de la personne. Le tutorat peut aussi être mis en place, c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas forcément besoin d'un emploi accompagné. Ça peut être aussi un tutorat qui peut être, je dirais, mis en place pour trouver ces espaces de dialogue ou ces personnes avec qui dialoguer indépendamment du manager, de l'équipe ou de personnes ressources extérieures. Enfin, dans la partie accompagnement suivi, évidemment, l'équipe pluridisciplinaire, c'est le point d'entrée majeur puisque c'est celle qui va accompagner, aider à la définition du besoin aussi, en lien avec les job coachs, par exemple, sur les plateformes d'emploi accompagné, mais également avec je dirais les intervenants que vous pourriez trouver dans le cadre de l'accompagnement sur le travail de l'aide 18-3, donc qui permet, je dirais, de contribuer d'une autre manière que l'emploi accompagné, mais avec des dispositifs équivalents sur l'accompagnement des personnes. Peut-être un point important aussi, donc qu'il faut connaître, c'est que l'aide 18-2 du FIP, donc c'est du soutien médico-psy, ça permet de pouvoir accéder à un professionnel de santé, psychologue, clinicien notamment, ou autre thérapeute, parce qu'on sait que les prises en charge sont parfois onéreuses, que tout le monde n'a pas l'accès en tout cas à un psychiatre. En tout cas, ça peut être fait en complément. La seule chose, c'est que c'est l'employeur qui paye ces séances et ce soutien médico-psy. Donc, c'est à hauteur de 3 500 euros par agent par an. Et dans ce cas-là, on a des employeurs qui signent, par exemple, des conventions avec des psychiatres ou des psychologues en ville, donc qui se gèrent de l'aspect financier, et c'est les agents qui se rendent à leur rendez-vous, on va dire, pour pouvoir suivre ce qui est de l'ordre d'un accompagnement un peu spécifique. Donc voilà, donc il y a aujourd'hui quand même énormément de dispositifs qui sont proposés. Il y en a d'autres puisque vous avez un écosystème dont a parlé Isabelle Amadou tout à l'heure, extrêmement riche et développé sur le plan médico-social, autour des structures associatives, type Clubhouse, Psycom. Donc Psycom, c'est plutôt un peu différent, c'est une ressource qui est ouverte à tous. Si vous ne connaissez pas ce site, vraiment, allez-y. Que vous soyez, je dirais, simple usager, que vous le fassiez dans votre casquette professionnelle, vous avez de l'information, je dirais, quel que soit votre rôle et ce pourquoi vous venez chercher de l'info. Vous avez également l'UNAFAM donc, qui a précisé qu'elle intervenait auprès des familles, mais qui développe aussi des programmes d'éducation thérapeutique, des programmes de formation même qui sont spécifiques à l'entreprise donc, et à l'emploi. Donc Fédération de santé mentale France, le CAPSI aussi qui ouvre des permanences qui sont ouvertes à tous. Donc c'est vraiment des structures voilà, qui sont complémentaires et vers lesquelles vous pouvez orienter vos collaborateurs pour pouvoir trouver du soutien, de l'accompagnement et de l'aide indépendamment de l'emploi et ou en faisant ce lien avec l'emploi. Et peut-être un temps sur PSSM, il nous reste, on va dépasser un tout petit peu, mais je vais quand même demander à Jean-Philippe de vous présenter très rapidement ce dispositif de premier secours en santé mentale France, même si aujourd'hui, ce n'est pas un dispositif qui est spécifique à l'emploi. Néanmoins, ça apporte un premier niveau de connaissance qui est quand même extrêmement utile. Oui, tout à fait. Merci Estelle. Et effectivement, Premier secours en santé mentale est vraiment un outil qui est conçu pour être pour le grand public et qui est très utile, que l'on soit un citoyen, que l'on soit un proche ou que l'on soit bien sûr un collègue. En fait, alors c'est un outil qui a été initié. Alors c'est peut-être la slide d'après, qui a été initié
au niveau international, en Australie, par MHFA, qui veut dire Mental Health First Aid, et qui s'est appuyé sur une démarche très scientifique, solide, avec un programme qui a été fait et qui est révisé régulièrement par des scientifiques, avec bien sûr des personnes concernées et des proches. Ça a été créé en 2000, ça existe aujourd'hui dans 28 pays, et c'est arrivé en France en 2018 avec la création d'une association qui s'appelle PSSM France et qui est cofondée d'ailleurs avec l'UNAFAM, Santé mentale France, et puis une structure, un organisme de formation qui s'appelle l'INFIP. Ce que fait PSSM, c'est qu'il développe ce programme et il forme les formateurs. Ensuite, vous avez les opérateurs qui forment les secouristes. Et là, les opérateurs, bien sûr, il y a l'UNAFAM, il y a les 3 fondateurs, Santé mentale France et l'INFIP, mais il y a également toutes les personnes qui sont certifiées formateurs ou formatrices PSSM et qui peuvent dispenser cette formation. Voilà. Alors, le but de PSSM, très rapidement, c'est déstigmatiser et on voit, les résultats sont vraiment là. On voit qu'au bout des 2 jours, les personnes ont changé leur regard sur la santé mentale et ça, véritablement, ça favorise le changement de regard et l'intégration, l'inclusion. Deuxièmement, c'est prévenir. L'idée, c'est qu'en 2 jours, on ne devienne pas des spécialistes, ce n'est pas ça l'idée, mais on puisse vraiment avoir des premiers réflexes, des premiers gestes ou des premières questions pour justement être peut-être un peu plus en veille et en vigilance par rapport à des signaux et pour pouvoir voilà, avoir les premières questions, les premiers réflexes. Et cela véritablement permet de désamorcer des choses, d'aller vers et d'aider. Et puis, ça peut secourir parce que justement, on ne soigne pas, hein, encore une fois, mais ça permet d'orienter et d'assister si besoin est. Alors ensuite, slide d'après, voilà, ça s'adresse, comme je vous ai dit, c'est une formation très grand public, une formation vraiment qui a été conçue pour être une formation citoyenne et elle repose, c'est un peu une méthode anglo-saxonne qui a ses limites, mais qui a vraiment l'avantage de donner des outils, un outil très simple et qui est un outil très efficace. Voilà, donc pendant 2 jours, on répète les choses et on l'adapte à certaines situations qui permettent du coup, en situation, de pouvoir avoir les bons réflexes et les bonnes questions. C'est pour toute personne qui ait 18 ans et plus, sans prérequis, ce n'est pas nécessaire. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est pour aider au quotidien et en particulier dans le milieu du travail. Les formateurs et formatrices sont accrédités, elles suivent une formation et il y a également un suivi pour garantir qu'il y a une sorte de formation continue et c'est quelque chose sur lequel le PSSM France tient beaucoup et développe encore plus. Alors, slide d'après, la formation dure 2 jours, c'est 14 heures. Alors, il y a plusieurs formats, ça peut être 2 jours à raison de 7 heures par jour, mais il y a aussi des versions sur 4 demi-journées ou 2 heures en distanciel, enfin 7 fois 2 heures en distanciel, comme ça permet d'adapter en fonction des besoins du collectif. Voilà, c'est très interactif, il y a des vidéos, il y a des mises en situation, il y a des jeux de rôle, il y a des témoignages. Voilà, c'est des groupes de 16 personnes maximum, ce qui permet effectivement de bien intégrer et être impliqué. Et il y a un support qui est un manuel très dense, bien documenté et mis à jour régulièrement qui est distribué. Et au sortir de cette formation, vous avez un diplôme, un certificat pardon, de secouriste en santé mentale. Voilà. La formation fait aussi l'objet d'études, de recherches qui est là pour valider l'efficacité. Aujourd'hui, il y a en fait, ça c'était les chiffres à fin 2023, mais je les ai laissés parce que pour vous dire qu'aujourd'hui, 6 mois après, on est à 7 millions de secouristes dans le monde. En France, on est à 134, pratiquement 134 000 secouristes, c'est-à-dire, vous voyez, pratiquement 50 000 euros de plus, 50 000 pardon, personnes en plus en 6 mois. Et le rythme de PSSM France, c'est environ de former 100 000 secouristes tous les ans, avec l'objectif, ce qui est marqué en dessous, 750 000 secouristes en 2030. Voilà, juste pour vous dire, c'est vraiment, en plus de ce que vous pouvez faire en termes de sensibilisation, peut-être de modules plus légers, mais vraiment, cette formation de 14 heures, elle est vraiment utile, intéressante pour certains et
L'idée, c'est, encore une fois, de pouvoir même être repéré dans les structures, parce que si vous avez, on parlait de père aidance tout à l'heure, on peut aussi parler de, tiens, une personne qui est identifiée comme secouriste en santé mentale, peut être une personne vers qui on va et qui peut orienter. Il faut faire attention à ce que cette personne ne porte pas toute la responsabilité, il ne faut pas qu'elle se transforme en psychologue de la structure ou en personne ressource sans limite, c'est pas ça, mais c'est une personne qui justement joue ce rôle de veille et d'orientation en étant bien sûr appuyée, secondée et épaulée par le collectif et la hiérarchie. Voilà, donc on ne peut que vous conseiller d'aller vers cet outil. Merci beaucoup Jean-Philippe. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, vous pourrez retrouver le replay sur le site du FIP, donc dans la page régionale Île-de-France, ainsi que l'ensemble des livrables, supports ou autres éléments clés de la manifestation. On parlait de la paire aidance, donc vous pouvez également retrouver les éléments sur le site du FIP. Et il nous reste à vous souhaiter à tous un très bel été, à remercier nos intervenants qui ont contribué à rendre cet instant extrêmement riche et intéressant, à nous rendre plus intelligents, j'espère tous collectivement, pour prendre en compte le sujet du handicap psychique de meilleure manière demain. Et ben, très bel été à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.